Les nuits de pleine lune, dans l'archipel des Tuamotu où chaque vague reflète la lune selon sa forme de vague, un miracle de la nature se produit. À quelques mètres de la surface, des huîtres, les Pinctada margaritifera, libèrent dans les lagons des millions d'ovules. Ces gamètes qui vont grandir dans l'écrin des mers du Sud donneront un jour les plus belles perles du monde. À 500 km de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu, il existe un petit paradis, l'île de Hae. Au cœur de cet atoll, des hommes cultivent des nacres. Franck Teamatai, un des plus importants perliculteurs de la Polynésie française, a bien voulu nous ouvrir toutes grandes les portes du lagon afin de nous faire partager sa passion pour les perles. L'avantage de la perle de Tahiti, c'est que vous pouvez avoir une perle blanche, naturelle, comme une perle noire. Vous avez des personnes qui aiment le blanc, et vous avez des personnes qui aiment le noir, et il y en a qui aiment les couleurs. Donc l'avantage de la perle de Tahiti, c'est qu'il y a une variété de couleurs qui n'existe nulle part dans n'importe quelle autre perle. C'est la même chose au niveau des formes. La perle de Tahiti a des formes qui n'existent pas dans les autres perles. Donc on a des formes, des couleurs. Je suis passionné par la perle. Je peux tenir des discussions jusqu'à 5 heures du matin, rien qu'en parlant de la même chose, c'est-à-dire de la perle. Donc là, on va voir tout le matériel nécessaire à la pose d'une station. Il y a déjà eu un travail préparatoire dans la mer, c'est-à-dire tous les piliers extérieurs sont déjà fixés. C'est une opération assez simple, mais quand on ne sait pas la faire, ça peut durer des heures et des heures. Mais quand on connaît la technique, en une demi-heure, normalement, ça doit être fait. À l'époque, j'étais donc concessionnaire automobile, et puis je commençais à m'ennuyer dans l'automobile, et j'ai voulu faire de la production de crevettes. Et donc, je débarque dans une île invitée par des amis qui s'appelle Takaroa. Et lorsque j'arrive là, toujours pour pouvoir faire de la crevette, je découvre donc la nacre, ce que je ne connaissais pas du tout. Je découvre la nacre et la perle. Et là, je tombe amoureux de la perle et de la nacre. Et je change rapidement mon idée de départ pour aller donc dans la production de nacre et de perles. Alors là, il va attacher la ligne de 200 mètres sur le pilier haut du vent. Et une fois qu'il aura attaché au pilier, il va descendre et il va dérouler la station, poser des cailloux sur la station pour qu'elle coule et il va attacher des rouets pour la maintenir à 5 mètres. Si jamais la synchronisation n'est pas bien faite, ce qui va dire que la tension sur la ligne ne va pas régler la ligne à 5 mètres, parce qu'il faut que toute la ligne soit à 5 mètres. Et tout va se passer là, au moment où il va jeter, voilà, c'est tout ce calcul. Les collecteurs se mettent en vertical et quand ils sont chargés, c'est comme ça qu'on peut voir si elles sont chargées, elles vont être vers le bas. Là, ça veut dire qu'il y a des gamètes à l'intérieur, il commence à y avoir des petites nacs à l'intérieur. Toutes les semaines, on va plonger, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a besoin de rajouter un autre pilier ou est-ce qu'on doit rajouter des bouées? Donc il y a tout un entretien. C'est 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est pas très long, mais il faut le faire toutes les semaines. Parce que la ligne va s'enfoncer et au fond, il y a des gros prédateurs. Et eux, dès que la ligne elle est à 25, 30 mètres, 40 mètres, il leur faut 10 mètres pour venir manger. Tandis que quand elle est à 5, 7 mètres, ils ne s'amusent pas à remonter. Parce que s'ils remontent, il y a des barracudas ici qui les tranchent et qui les bouffent. Bon, les gens ont peur du barracuda, mais c'est un poisson qui est très docile, très gentil. Par contre, quand on l'énerve, il devient très méchant. On peut en faire comme ça 20 dans la journée. Parce que pour poser les stations de collectage, c'est sur 2 jours. On ne peut pas poser sur une semaine. Et il faut choisir ces 2 bons jours-là. En tenant compte de la lune, du vent, etc. Tout le jeu de la force de lumière de la lune et puis du passage des nuages sous la lune pendant toute la nuit va jouer son effet. Et c'est là où les gamètes vont aller se réfugier sous les collecteurs. Ils vont vivre dans les collecteurs, se fixer.
Donc ce sera leur refuge définitif et c'est comme ça qu'on collecte donc les gamètes et qui deviennent des naissins et des nacs par la suite. Donc l'effet de la Lune est très important, c'est pour ça qu'on a posé 2-3 jours avant la pleine Lune. Et je commence à établir ma première ferme en 94 sur Takaroa. Je connaissais rien du tout. Bon là, on va enlever des nacs qui ont déjà été préparés, qui sont mis en instance dans l'eau, et on va les caler pour les passer à la greffe. Donc on va prendre 5 paniers, parce que c'est par groupe de 5 paniers. Comme il y a 5 greffeurs, on va utiliser 5 paniers par groupe de 5 paniers. S'il y avait 10 greffeurs, on aurait pris 10 paniers. Donc c'est un panier par greffeur. Et puis après, on ira là-bas dans la salle pour préparer la nac à la greffe. À partir du moment où on a enlevé les nacs, on a 15 minutes pour faire toute l'opération pour ramener les nacs dans l'eau. C'est-à-dire le calage, la greffe, le tri et de ramener dans l'eau. On a 15 minutes pour faire tout ça. Si on dépasse, on va affaiblir la nac et ça va être au détriment de la qualité. Donc pour avoir des perles de bonne qualité, le temps d'eau à l'extérieur est très important. Il a été raccourci au maximum. Avec les Japonais, je ne pouvais pas coopérer, je ne pouvais pas évoluer. La greffe était secrète. Donc dans mon entreprise, j'avais une partie que je considérais comme noire, comme obscure. Je ne peux pas dépendre de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je me suis donc décidé d'aller en Chine parce que je savais qu'il y avait des greffeurs en chinois, connaissant bien la Chine grâce à mon beau-père qui est chinois. Et donc je ramène 4 greffeuses chinoises. Je suis le premier à emmener des greffeuses chinoises en Polynésie. Au début, tout le monde s'est foutu de ma gueule, ce que je comprends. Et puis au bout de 2 ans, j'ai commencé donc beaucoup de coopération. Là par contre, c'était ouvert. Elle va prendre les nacs et elle va faire encore là la dernière sélection. Parce que tout le tri et la sélection qui ont été faites auparavant ont été faites à partir de critères extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont tenu compte de la forme, du poids, des couleurs de la nac, de ses épines, etc. Mais là, la greffeuse va regarder si l'intérieur, la bête, elle est conforme à recevoir une perle et surtout produire une belle et une grosse perle. Toutes les nacs ne seront pas greffées. Il y en a certaines qui seront éliminées parce qu'elles auront un défaut au niveau de la poche ou peut-être elles auront un début de maladie. Donc toutes celles qui ne sont pas conformes seront purement et simplement supprimées. Donc soit remis en élevage pour en faire des géniteurs par la suite, soit si elles sont vraiment malades, elles sont purement et simplement éliminées. Ou sinon, quand elles ont de belles couleurs, elles sont reconditionnées et remises pour être utilisées en greffon. J'ai essentiellement pris que des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates. Parce que dans chaque geste, il y a une pression à ne pas dépasser. Si vous appuyez trop fort, vous tuez la bête. C'est très fragile. Ça, c'est les nucléus. Le nucléus, il provient d'un coquillage du Mississippi, qu'on appelle tout simplement le Mississippi Shell, et qui est exporté vers le Japon. Le Japon, tu as des usines de production de nucléus qui découpent ce coquillage et qui en font des billes parfaites, parfaitement rondes, parfaitement lisses. La surface ne doit pas comporter d'impuretés ou de défauts. Le nucléus ne supporte pas le soleil et la lumière. On a donc inventé des petites boîtes comme ça où ne sort que les nucléus au fur et à mesure dont on a besoin. Donc tout le reste reste dans l'ombre. On a commencé à étudier, à faire différents tests, on a fait des recherches, des essais, mais alors il y en a qui étaient complètement foireux et il y en a qui ont bien réussi. Et on a développé chose qui n'était pas très développée à l'époque, c'était mettre de la couleur dans les perles. Là, elle va préparer son greffon pour la greffe. Donc elle a choisi une nac en tenant compte de l'état de santé de la nac de la bête et en sélectionnant la couleur extérieure. Et là, elle va prendre l'extérieur, ce qu'on appelle le manteau extérieur. Donc là, elle va faire une découpe et après, elle va préparer son greffon.
Donc ici au CRIOB, je travaille sur la couleur des huîtres perlières et notamment je cherche à connaître quelle est la part du déterminisme génétique dans la couleur des coquilles d'huîtres et donc par extension des coquilles de perles. Donc on travaille sur deux phénotypes, le phénotype coloré et le phénotype albinos. On peut bien voir que la différence s'exprime à deux niveaux. Tout d'abord sur la couche externe en fait de la coquille qui dans le cas normal est complètement pigmentée et noire et dans le cas de l'albinisme est complètement blanche. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va travailler sur l'expression de ces gènes. On découpe des greffons à différents endroits sur le manteau pour pouvoir vérifier les différents niveaux d'expression des gènes, de voir si ces gènes d'intérêt présentent des mutations en fonction des différents phénotypes. Donc là, on travaille vraiment au niveau des séquences d'ADN et des séquences protéiques pour pouvoir observer si les mutations qu'on observe sur les différents phénotypes se traduisent par des modifications des protéines. Ça peut aussi nous aider à déterminer le meilleur endroit pour couper un greffon, par exemple, pour faire une perle, en ayant préalablement choisi une huître parce qu'elle présentait des gènes d'intérêt pour une couleur d'intérêt. On peut aussi, par la suite, inciter les greffeurs à découper dans des zones où ces gènes sont plus ou moins exprimés. Donc là, on prend les manteaux extérieurs et là, à l'intérieur de ça, on va découper la partie qui nous intéresse. Si on décolle trop vers l'extérieur, on va avoir des perles d'aragonite, donc toutes noires. Si on va vers l'intérieur, on aura des perles trop blanches, trop grises. Un bon greffon va fournir une belle perle, une grosse perle et de belle qualité. Donc le choix du greffon est important. Et là, maintenant, elle va tailler du greffon. À partir de maintenant, les greffons ont été découpés, elle a une demi-heure pour les utiliser. Au bout d'une demi-heure, s'il en reste, elle va les jeter, parce que la fraîcheur du greffon est très importante. Les cellules doivent rester actives. Aujourd'hui, donc, pour continuer au niveau des greffeurs, je commence à développer aussi des greffeurs locaux. Donc je les prends, je forme. J'ai un petit problème de persévérance, mais maintenant je fais une sélection. C'est-à-dire que je ne forme que des Polynésiens, non pas qui ont besoin de travailler pour gagner de l'argent, mais qui sont des passionnés et des amoureux de la perle. À la récolte, c'est une autre technique. Il va donc enlever la perle qui est à l'intérieur et puis remettre un autre nucléus pour produire une deuxième perle. Regarde, les nucléus sont déjà plus gros et sont tout blancs. Donc il s'agit d'enlever la perle et de remettre un nucléus pour passer à la deuxième perle par la même nacre. Et comme ça, on peut monter jusqu'à 3, voire 4, en fonction de la qualité de la nacre. Je fais mes premières récoltes, je les vends bien, les années arrivent, le prix au gramme excellent, on a gagné des fortunes. Devant et ici. Là, ils sont en train de sortir tous les collecteurs de nacres qui ont à peu près 2 ans. Et ils vont l'emmener en salle et là va démarrer le tri des nacres. Donc une partie va repartir en élevage sous différentes formes. Et là, il y a un plongeur en aval qui remonte au fur et à mesure la ligne pour simplifier le travail.
moi, je suis gestionnaire d'entreprise. Je ne suis pas un perliculteur à l'origine. Donc, j'avais des notions de gestion d'entreprise qui étaient différentes des perliculteurs. Ce qui m'a permis effectivement de progresser à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, j'ai 7 fermes perlières, dont 3 réservées uniquement à la production de la perle et 4 consacrées uniquement à la nacre, à la sélection de nacre, à l'élevage de la nacre. Là, il y a des coquillages qui apparaissent qui disent que le collectage va être bon ou très bon. Alors une fois que les nacres sont détroqués, après ils vont le mettre au nettoyage et après ça passera au tri. Et c'est là où tout est trié par taille. Il y a des toutes petites nacres, des nacres un peu plus grosses, de plus en plus grosses. Et donc chaque nacre aura des supports différents. Donc là, c'est un autre support qu'on appelle le chapelet. Ce sont des nacres qui sont attachés 2 par 2, qui vont être remis en grossissement pendant 6 mois ou 10 mois, et après qui passeront à la greffe. Alors celui-là, c'est le support le plus compliqué, mais qui permet de faire un élevage de la nacre à l'horizontale. On va la positionner à l'horizontale. La bonne marche de la ferme, alors ça comprend la gestion du personnel, ça comprend la gestion des stocks, mais ça comprend aussi la gestion des infrastructures, c'est-à-dire les groupes électrogènes, les bateaux, les moteurs. Veiller en fait à ce que tout ça, ça fonctionne très bien parce que nous sommes à 500 km de Tahiti. Le moindre problème mécanique peut engendrer, allez, on va dire, 2 jours d'arrêt de travail. Et ça, c'est pas possible. Je prendrais comme image un bateau. C'est comme si on vivait sur un bateau au milieu du lagon, hein, en vase clos. Il y a des moments difficiles et moi, je dois veiller à ce que ces moments-là ne soient pas très fréquents. Donc, je dirais qu'à la base même d'une réussite, il faut l'harmonie. L'harmonie au sein de la ferme. Sinon, c'est pas possible de pouvoir travailler. Je vais y aller, après je vais sur Bora. Je vais d'abord sur Tahiti et ensuite je vais sur Bora. Hein? Le marché aujourd'hui, malheureusement, on a vécu des fermetures de fermes. Et comme vous savez, tout magasin qui liquide, qui ferme, et liquide et brade, elle casse les prix forcément. Et c'est ce qui s'est passé en Polynésie. Plusieurs fermes perlières ont fermé, ont bradé des perles parce que c'était la fin pour eux. Et, je considère que ces personnes-là étaient des personnes qui ne sont pas des amoureux et des passionnés de la perle. C'est des personnes effectivement qui investissent parce qu'il y avait une forte rentabilité. Et quand la rentabilité n'était plus au rendez-vous, disons, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé. Parce qu'eux ne sont là que pour la rentabilité. Moi, je suis un passionné, je suis un amoureux. Si tout le monde disparaît, je serai encore là. Parce que je ne peux pas ne pas parler de perles un seul jour. Je suis un malade de la perle. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment vous expliquer. À Bora Bora, dans un hôtel de luxe, symbole de l'Éden tropical, une vente exceptionnelle de perles va avoir lieu. Afin de contrer Hong Kong qui est devenu la plaque tournante des ventes de perles, le président de la Polynésie ainsi que le ministre des Ressources maritimes ont fait le vœu de ramener la vente des perles de Tahiti dans leur berceau naturel qu'est la Polynésie française. L'intérêt d'une vente aux enchères comme celle-ci, c'est là où on trouve les plus belles perles de tous les perliculteurs.
Et puis chacun amène ses belles perles, ce qui nous permet de prendre vraiment des belles perles où on est sûr de les vendre en boutique. Si on s'amusait à chercher ces perles-là, il aurait fallu voir une cinquantaine de perliculteurs et ne prendre que quelques perles dans leur production, ils n'accepteraient pas. Donc c'est un peu le gros avantage de la vente aux enchères, c'est là que tu as des sélections magnifiques. Et bon, ben là, la difficulté, c'est d'avoir le lot. C'est-à-dire de bider pas trop haut non plus, mais le plus haut possible pour pouvoir obtenir le lot. Alors là, nous avons le lot numéro 5 qui est vraiment, mais alors magnifique. C'est des perles top de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perliculteurs. C'est-à-dire là, on est au haut de la pyramide de 11 récoltes. Et je peux te dire que sur ce lot-là, il y aura de la bagarre parce qu'il va prendre une plus-value terrible. Les perles sont grosses, les couleurs sont magnifiques. Le lustre, l'orient, super. On voit bien les différences. Après ici, on doit avoir des 13. On voit bien, encore peut-être du 12. Une perle comme ça, dans un magasin, ça se vend 10 000 $. La perle de Tahiti aujourd'hui représente 15 tonnes de production annuelle, ce qui équivaut à environ 10 millions de perles produites en Polynésie française. Donc ce chiffre qui est passé du simple au double depuis donc un peu plus de 3 ans, attire quand même notre attention sur cette envolée de la production qui, à mon sens, devrait être limitée pour permettre de répondre de manière positive et surtout de répondre exactement aux besoins du marché international. Or, avec 12 millions de perles, pour l'instant, nous estimons que nous avons dépassé le seuil qui serait le seuil le plus intéressant pour la commercialisation de notre produit. À Tahiti, au service de la perliculture de la Maison de la Perle qui contrôle la qualité et certifie l'authenticité des perles de Tahiti, des agents spécialisés vérifient l'épaisseur de la couche d'aragonite des perles à l'aide de scanners à rayons X. Les perles dont la couche perlière est inférieure à 0,8 mm sont mises au rebut et ne peuvent être ni exportées ni commercialisées. Alors ici, nous sommes à la Maison de la Perle. C'est un organisme qui a été créé l'année dernière dans le cadre de la réforme engagée en faveur du secteur de la perliculture qui rencontrait quelques difficultés. Donc c'est un organe qui est chargé de la promotion de la perle en Polynésie et à l'étranger, mais aussi et surtout de l'expertise des perles. On a pour objet de valoriser les perles, de les trier au mieux, afin de donner une production, de restituer aux perliculteurs des lots qui sont triés, qui sont tous classés, chaque perle ayant été expertisée chacune à l'unité. Donc les perles sont classées en 5 formes, en 6 qualités, en 3 couleurs et en 12 tailles, ce qui constitue 1080 catégories. Pour chacune de ces catégories, nous avons fixé une valeur absolue, un prix, qui est un prix de gros, qui est différent du prix de vente au consommateur. Là, c'est un prix entre professionnels. Nous allons passer maintenant au lot numéro 3. Merci. Le lot numéro 3 est remporté par la compagnie Margot Hawaii. C'est magnifique. Là, on a mis plus de 100% de plus-value pour pouvoir l'obtenir. Ça fait 14 000 balles la place. Celui-là, on a été obligé de le pousser très fort. Là, on a mis plus de 100% de plus-value. Parce que l'autre, on avait mis une forte plus-value, mais on n'est pas passé. Il y a une société japonaise qui l'a vu à notre place. Le lot numéro 5 était remporté par la société
Margot Hawaii. Là, on a poussé fort parce qu'on se vient de se faire avoir de 2 lots. Et en plus de très peu d'écart. Pourtant, c'était 2 lots magnifiques, mais le 3e, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas là. Parce que là, on a mis la dose. On a mis le turbo. Par M. Herman Pearl pour un montant de 502 000 francs. C'est des ballottes. Bon, c'est moins gros que nous. Normalement, celui-là, il est à nous aussi. Donc, le dernier lot de la journée a été remporté par Margot Hawaii de M. Glenn Martin pour 1 008 007 francs. Donc voilà, sur les 27 lots de belle qualité, 15 lots nous intéressaient fortement. Et sur les 15 lots, nous en avons remporté 9. Sur certains des lots, on a vraiment été obligé de mettre la dose parce que sinon, on n'arrivait pas. Ce qui montre que beaucoup d'acheteurs sont à la recherche de belles perles. The front is a perfect one. It's the 31 pearls. It's a so normal like a necklace. C'est ainsi que les perles, nées sous la lune des mers du Sud, finissent loin des atolls, au cou des jolies femmes. Elles sont enfin libres pour un mariage qui durera l'éternité. C'est-à-dire tous les piliers extérieurs sont déjà fixés. C'est une opération assez simple, mais quand on ne sait pas la faire, ça peut durer des heures et des heures. Mais quand on connaît la technique, en une demi-heure, normalement, ça doit être fait. À l'époque, j'étais donc concessionnaire automobile, et puis je commençais à m'ennuyer dans l'automobile, et j'ai voulu faire de la production de crevettes. Et donc, je débarque dans une île invitée par des amis qui s'appelle Takaroa. Et lorsque j'arrive là, toujours pour pouvoir faire de la crevette, je découvre donc la nacre, ce que je ne connaissais pas du tout. Je découvre la nacre et la perle. Et là, je tombe amoureux de la perle et de la nacre. Et je change rapidement mon idée de départ pour aller donc dans la production de nacre et de perles. Alors là, il va attacher la ligne de 200 mètres sur le pilier haut du vent. Et une fois qu'il aura attaché au pilier, il va descendre et il va dérouler la station, poser des cailloux sur la station pour qu'elle coule et il va attacher des bouées pour la maintenir à 5 mètres. Si jamais la synchronisation n'est pas bien faite, ce qui va dire que la tension sur la ligne ne va pas régler la ligne à 5 mètres parce qu'il faut que toute la ligne soit à 5 mètres. Et tout va se passer là, au moment où il va jeter, voilà, c'est tout ce calcul. Les collecteurs se mettent en verticale et quand ils sont chargés, c'est comme ça qu'on peut voir si elles sont chargées, elles vont être vers le bas. Là, ça veut dire qu'il y a des gamètes à l'intérieur, il commence à y avoir des petites nacs à l'intérieur. Toutes les semaines, on va plonger, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a besoin de rajouter un autre pilier ou est-ce qu'on doit rajouter des bouées? Donc il y a tout un entretien, c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour. C'est pas très long, mais il faut le faire toutes les semaines. Parce que la ligne va s'enfoncer et au fond, il y a des gros prédateurs. Et eux, dès que la ligne elle est à 25, 30 mètres, 40 mètres, il leur faut 10 mètres pour venir manger. Tandis que quand elle est à 5, 7 mètres, ils ne s'amusent pas à remonter.
Les nuits de pleine lune, dans l'archipel des Tuamotu où chaque vague reflète la lune selon sa forme de vague, un miracle de la nature se produit. À quelques mètres de la surface, des huîtres, les Pinctada margaritifera, libèrent dans les lagons des millions d'ovules. Ces gamètes qui vont grandir dans l'écrin des mers du Sud donneront un jour les plus belles perles du monde. À 500 km de Tahiti, dans l'archipel des Tuamotu, il existe un petit paradis, l'île de Hae. Au cœur de cet atoll, des hommes cultivent des nacres. Franck Teamatai, un des plus importants perliculteurs de la Polynésie française, a bien voulu nous ouvrir toutes grandes les portes du lagon afin de nous faire partager sa passion pour les perles. L'avantage de la perle de Tahiti, c'est que vous pouvez avoir une perle blanche, naturelle, comme une perle noire. Vous avez des personnes qui aiment le blanc, et vous avez des personnes qui aiment le noir, et il y en a qui aiment les couleurs. Donc l'avantage de la perle de Tahiti, c'est qu'il y a une variété de couleurs qui n'existe nulle part dans n'importe quelle autre perle. C'est la même chose au niveau des formes. La perle de Tahiti a des formes qui n'existent pas dans les autres perles. Donc on a des formes, des couleurs. Je suis passionné par la perle. Je peux tenir des discussions jusqu'à 5 h du matin, rien qu'en parlant de la même chose, c'est-à-dire de la perle. Donc là, on va voir tout le matériel nécessaire à la pose d'une station. Il y a déjà eu un travail préparatoire dans la mer pour en faire des géniteurs par la suite. Soit si elles sont vraiment malades, elles sont purement et simplement éliminées. Ou sinon, quand elles ont de belles couleurs, elles sont reconditionnées et remises pour être utilisées en greffon. J'ai essentiellement pris que des femmes parce qu'elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus délicates. Parce que dans chaque geste, il y a une pression à ne pas dépasser. Si vous appuyez trop fort, vous tuez la bête. C'est très fragile. Ça, c'est les nucléus. Le nucléus, il provient d'un coquillage du Mississippi, qu'on appelle tout simplement le Mississippi Shell, et qui est exporté vers le Japon. Le Japon, tu as des usines de production de nucléus qui découpent ce coquillage et qui en font des billes parfaites, parfaitement rondes, parfaitement lisses. La surface ne doit pas comporter d'impuretés ou de défauts. Le nucléus ne supporte pas le soleil et la lumière. On a donc inventé des petites boîtes comme ça où ne sort que les nucléus au fur et à mesure dont on a besoin. Donc tout le reste dans l'ombre. On a commencé à étudier, à faire différents tests, on a fait des recherches, des essais, mais alors il y en a qui étaient complètement foireux et il y en a qui ont bien réussi. Et on a développé chose qui n'était pas très développée à l'époque, c'était mettre de la couleur dans les perles. Là, elle va préparer son greffon pour la greffe. Donc elle a choisi une nacre en tenant compte de l'état de santé de la nacre de la bête et en sélectionnant la couleur extérieure. Et là, elle va prendre l'extérieur, ce qu'on appelle le manteau extérieur. Donc là, elle va faire une découpe et après, elle va préparer son greffon. Donc ici au CRIOB, je travaille sur la couleur des huîtres perlières et notamment je cherche à connaître quelle est la part du déterminisme génétique dans la couleur des coquilles d'huîtres et donc par extension des coquilles de perles. Donc on travaille sur deux phénotypes, le phénotype coloré. Greffe. Donc on va prendre 5 paniers, parce que c'est par groupe de 5 paniers. Comme il y a 5 greffeurs, on va utiliser 5 paniers par groupe de 5 paniers. S'il y avait 10 greffeurs, on aurait pris 10 paniers. Donc c'est un panier par greffeur. Et puis après, on ira là-bas dans la salle pour préparer la nacre à la greffe. À partir du moment où on a enlevé les nacres, on a 15 minutes pour faire toute l'opération pour ramener les nacres dans l'eau. C'est-à-dire le calage, la greffe, le tri et de ramener dans l'eau. On a 15 minutes pour faire tout ça. Si on dépasse, on va affaiblir la nacre et ça va être au détriment de la qualité. Donc pour avoir des perles de bonne qualité, le temps d'eau à l'extérieur est très important. Il a été raccourci au maximum. Avec les Japonais, je ne pouvais pas coopérer, je ne pouvais pas évoluer. La greffe était secrète.
Donc, dans mon entreprise, j'avais une partie que je considérais comme noire, comme obscure. Je ne peux pas dépendre de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je me suis donc décidé d'aller en Chine parce que je savais qu'il y avait des greffeurs chinois, connaissant bien la Chine grâce à mon beau-père qui est chinois. Et donc, je ramène 4 greffeuses chinoises. Je suis le premier à emmener des greffeuses chinoises en Polynésie. Au début, tout le monde s'est foutu de ma gueule, ce que je comprends. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai commencé donc beaucoup de coopération. Là, par contre, c'était ouvert. Elle va prendre les NAC et elle va faire encore, là, la dernière sélection. Parce que tout le tri et la sélection qui ont été faites auparavant ont été faites à partir de critères extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont tenu compte de la forme, du poids, des couleurs de la NAC, de ses épines, etc. Mais là, la greffeuse va regarder si l'intérieur, la bête, elle est conforme à recevoir une perle et surtout produire une belle et une grosse perle. Toutes les NAC ne seront pas greffées. Il y en a certaines qui seront éliminées parce qu'elles auront un défaut au niveau de la poche ou peut-être elles auront un début de maladie. Donc, toutes celles qui ne sont pas conformes seront purement et simplement supprimées. Donc, soit remis en élevage, comptez. Parce que s'ils remontent, il y a des barracudas ici qui les tranchent et qui les bouffent. Bon, les gens ont peur du barracuda, mais c'est un poisson qui est très docile, très gentil. Par contre, quand on l'énerve, il devient très méchant. On peut en faire comme ça 20 dans la journée. Parce que pour poser les stations de collectage, c'est sur 2 jours. On ne peut pas poser sur une semaine. Et il faut choisir ces 2 bons jours-là. En tenant compte de la lune, du vent, etc. Tout le jeu de la force de lumière de la Lune et puis du passage des nuages sous la Lune pendant toute la nuit va jouer son effet. Et c'est là où les gamètes vont aller se réfugier sous les collecteurs. Ils vont vivre dans les collecteurs, se fixer. Donc ce sera leur refuge définitif et c'est comme ça qu'on collecte donc, les gamètes et qui deviennent des naissins et des NAC par la suite. Donc l'effet de la Lune est très important, c'est pour ça qu'on a posé 2-3 jours avant la pleine Lune. Et je commence à établir ma première ferme en 94 sur Takaroa. Je connaissais rien du tout. Bon là, on va enlever des NAC qui ont déjà été préparés, qui sont mis en instance dans l'eau, et on va les caler pour les passer à la